Atelier, eh bien, on a une série d'intervenants qui sont là, qui nous ont rejoints. Je les remercie. Voilà. Alors, trois premiers intervenants élus, en tout cas qui viennent du monde des collectivités. Donc, on va commencer par Véronique Nel, voilà, qui est, j'espère que je ne vais pas écorcher les noms, mais maire de Pouzol, c'est ça. Et puis aussi troisième vice-présidente à l'environnement de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Voilà, qui vient d'ailleurs tout juste, je crois, de clôturer son ABC intercommunal. Voilà. Éric Ollier, maire de Sorbes, commune aussi de l'Hérault, hein, on est les locaux d'étape, comme on dit, qui vient aussi de terminer son ABC récemment. Voilà, il y a déjà un petit moment. Et donc on verra comment le post-ABC se passe chez vous, notamment. Voilà. Et puis Charlène Thomas, qui elle est chargée de mission Scott, allez, encore un autre acronyme, au pays Cœur de l'Hérault. Et puis on a aussi trois agents de l'État qui travaillent sur ces questions-là. Alors je commence par Jean-Louis Biou, qui est directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Gard. Merci d'être là, Jean-Louis, avec nous. Cécile Bedel, voilà, qui est responsable de l'accompagnement des acteurs au sein de l'Agence régionale de la biodiversité d'Occitanie. On a beaucoup de locaux. Hein. Et puis Delphine Young, qui est chargée de mission chez nous à l'OFB, à la direction régionale de l'Office ici, chargée de mission dans l'appui aux acteurs et à la mobilisation des territoires. Voilà. Bon, pour commencer, d'abord je vous remercie de bien vouloir vous être prêté à l'exercice. Et puis c'est un atelier qui, on le sait, a beaucoup de succès parce que l'objectif, c'est effectivement avec vous d'essayer de creuser un petit peu ce qu'il y a derrière d'une part ces acronymes, et puis après de travailler un petit peu plus en interaction avec vous sur comment on fait pour les mettre en œuvre, quelle partie en tirer en fait. Voilà. Alors, avant introduire un peu cet atelier et vous présenter un peu en douceur tout ce qui se cache derrière ces acronymes, on a préparé un certain nombre de questions publiques, donc j'espère qu'elles vont suivre directement sur l'écran. Alors, je crois d'abord qu'il y a une mécanique qui est... je teste parce que je ne suis pas très, très numérique, moi. Pour l'instant, rien ne se passe. Mais je pense que ça va se régler. On va appeler... voilà. J'ai pas de... Voilà, il y a un petit sujet. Alors... Bon, on est à l'heure du numérique, donc vous allez pouvoir, je crois, scanner un QR code qui devrait s'afficher, qui va vous permettre de répondre à un certain nombre de questions et à en poser d'autres d'ailleurs. Voilà, donc on va essayer de lancer la chose. Attendons patiemment. Petit souci technique. Comme quoi, des fois, le numérique ne fait pas tout, bien loin de là. Ah, il y a des choses qui apparaissent à l'écran là. Ok, allez, on va se... Alors peut-être, moi je proposerais simplement de donner 20 secondes la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez vous présenter, parce que je l'ai certes fait, mais ça nous permettra de combler ce petit temps, et puis ça vous laissera aussi la possibilité de nous dire un mot
les uns et les autres. Alors, on commence dans le même ordre que tout à l'heure. Véronique, il faut prendre le micro. Sans dévoiler les acronymes, c'est compliqué. Sans dévoiler les acronymes, donc, on a, sur la commune de Pouzol, on a lancé ce projet d'ABC et très rapidement, notre commune est petite. Nous avons 1000 habitants, mais 290 hectares. Et donc, très rapidement, on s'est dit que c'était pas suffisamment significatif. Et donc, nous sommes allés voir notre président d'intercommunalité et nous lui avons expliqué l'intérêt de réaliser un ABC communautaire. Donc, au départ, on était en 2018. Très rapidement, la communauté de communes s'est engagée dans un TEN. Il ne faut pas révéler les acronymes. Donc, alors, je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais ici, il n'y a que des initiés, je pense. Donc, en 2019, la communauté de communes Vallée de l'Hérault a déposé un dossier TEN. Elle a été labellisée en 2020. Et dans un des objectifs du TEN, c'était la réalisation de l'ABC communautaire que nous venons de terminer par un point d'orgue, si on peut dire, puisque samedi, nous avons organisé un festival de la biodiversité sur notre territoire de la vallée de l'Hérault, dans le cadre d'un lycée agricole, mais aussi avec des ateliers répartis sur le territoire. Aujourd'hui, nous en sommes à mettre en œuvre des concertations citoyennes pour, en fait, la question qui est posée, c'est quelle stratégie souhaite-t-on mettre en œuvre pour les 3 ans qui viennent en termes de préservation de la biodiversité. Et donc, sans parler d'acronymes, on est parti sur des AET et sur des projets Viginature, mais je pourrais développer plus avant. Ok, merci. Comme l'affaire Véronique, quand même un petit mot, honneur aux élus quand même. Vous portez de lourdes charges, donc Eric, si vous pouvez vous présenter en 2 minutes, et puis après on lance la machine. Et pendant ce temps, vous pouvez scanner les uns et les autres le QR code qui apparaît ici et qui va nous aider dans les phases suivantes. Bien, Eric, je suis maire de la presque plus petite commune de l'Hérault, donc sur le plateau du Larzac. La commune s'appelle Sors. Donc nous aussi, nous avons mis en place un atlas de la biodiversité, mais qui est en cours. Et nous avons créé un événement par ici le printemps, au mois d'avril. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus. Mais simplement pour dire qu'une toute petite commune, elle peut arriver à faire des grandes choses grâce à la dynamique de la biodiversité. Merci beaucoup. Alors on passe, désolé, mais on poursuivra tout à l'heure. C'était important quand même de marquer votre engagement par cette mini-présentation. Et donc, pour la manip, 2 petites questions pour se lancer là, en douceur. Elles vont apparaître sur l'écran. Je compte sur la technique pour les faire apparaître. Voilà, une petite question pour ceux qui ont pu télécharger l'appli. Voilà, savoir que signifie l'acronyme ABC au final. Voilà, 49, 56, 57. Oh là, ça monte, ça permet de voir qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Bon, écoutez, je crois que c'est parfait et que tout le monde connaît cet acronyme qui signifie donc l'Atlas de la biodiversité communale. Oui, alors juste quelques mots là-dessus, donc bravo, vous avez tous été très attentifs à l'acronyme donc Atlas de la biodiversité communale ou intercommunale. Peut-être juste de rappeler l'histoire un petit peu de cette démarche. C'est une idée qui a été lancée dans les territoires. Donc l'idée vient des territoires dans les années 90, notamment des parcs naturels régionaux, notamment celui de Lorraine, qui a lancé cette idée-là, qui a été lancée officiellement, donc l'initiative par le ministère de l'Environnement en 2010. Et puis depuis 2017, l'AFB puis l'OFB accompagnent, financent les projets ABC avec un appel à projet annuel depuis 2020.
Et pour rappeler quelques chiffres qui sont intéressants à connaître, 3500, plus de 3500 communes couvertes par un ABC à l'échelle de la France, avec près de 500 projets. Et en Occitanie, il y a plus de 250 communes qui sont couvertes par un ABC aujourd'hui, avec 74 projets lauréats, 58 communes et 16 intercommunalités. Voilà. Voilà pour cette ce premier démarrage en douceur. Deuxième question un peu plus complexe malgré tout. Alors là, vous la voyez, je vais quand même la commenter. Qu'est-ce que c'est que les grands objectifs d'un atlas de la biodiversité communale pour éviter l'acronyme, hein? Alors, plein de solutions sont proposées ici. Inventorier la biodiversité, cibler les inventaires sur la base d'un état des lieux, des connaissances sur le territoire, mobiliser les habitants sur les enjeux de biodiversité de leur territoire, notamment en les faisant participer aux inventaires, mobiliser les acteurs économiques du territoire et les inciter à agir, sensibiliser et mobiliser les élus sur les enjeux de la biodiversité des territoires, réaliser un diagnostic préalable dans le cadre d'un plan local d'urbanisme, favoriser l'intégration des enjeux de biodiversité dans les documents d'urbanisme, restaurer les milieux dégradés, définir un programme d'action concret à mener à la suite de l'Atlas de la biodiversité communale. Évidemment, plusieurs réponses sont possibles. Voilà, donc on voit s'afficher les différents objectifs, selon vous, de ce que représente un ABC. Je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de ces objectifs qu'on retrouve dans la logique de l'Atlas de la biodiversité communale. Mais je laisse là la parole aux collègues pour vous commenter un peu mieux comment on s'y prend pour rentrer dans un processus d'ABC. Oui, ben là, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de rappeler les grandes étapes et les grands objectifs d'un atlas de la biodiversité communale. Alors, bien sûr, et ça répond à l'une des questions, la première phase, c'est l'état des lieux des connaissances, c'est-à-dire avant de se lancer dans un atlas de la biodiversité communale, c'est connaître déjà quel est l'état des connaissances actuelles sur le territoire concerné, pour mieux identifier les besoins en prospection et les zones et les groupes à inventorier en priorité, notamment sur les zones où il y a peu ou pas de connaissances et où il y a des enjeux forts. Et ça permet donc de définir les zones à inventorier. Mais un atlas de la biodiversité communale, c'est aussi mobiliser les habitants du territoire. Et quand je dis habitants, bien sûr, il y a aussi tous les acteurs économiques du territoire, notamment les acteurs agricoles. On en parlera tout à l'heure, les acteurs du monde agricole, parce qu'on a des exemples concrets là-dessus. Mais également les enfants, l'ensemble des élus du territoire, les services espaces verts. Ça concerne, on va dire, beaucoup de catégories d'acteurs. Un atlas de la biodiversité communale, c'est également, une fois qu'on a fait les inventaires, de pouvoir analyser ces données et définir des enjeux à l'échelle du territoire, formaliser les résultats, bien sûr, avec des cartographies d'enjeux, mais surtout, et ça c'est, on va dire, le troisième pilier majeur, c'est donc de définir un plan d'action à l'échelle du territoire concerné avec des actions concrètes à mettre en œuvre en post-ABC. Et donc, par rapport à une des questions qui a été évoquée tout à l'heure, l'Atlas de la biodiversité communale ne se substitue pas aux études préalables à la réalisation de plans locaux d'urbanisme ou de documents d'urbanisme au sens large, mais bien sûr, il vient nourrir ces documents d'urbanisme et les Atlas de la biodiversité sont très utiles pour venir alimenter et fournir de la donnée et définir des enjeux, et ça vient nourrir les documents d'urbanisme. Merci Delphine. Allez, troisième, alors c'est un petit peu fastidieux, mais vous allez voir, ça va nous remettre dans le bain. Donc on passe à TEN, et là aussi deux petites questions. La première, que signifie l'acronyme? On va voir si on est aussi bon que sur les ABC. Allez-y, lâchez-vous, ça va bien se passer.
Ah, les dispositifs sont quand même... On est dans une assemblée d'experts, là. Hein. Voilà. Eh bien, la bonne réponse, c'est territoire engagé pour la nature. Programme porté par l'Office français de la biodiversité depuis un certain nombre d'années. Un programme engagé pour la nature qui, on le verra d'ailleurs, ne concerne pas que les territoires, puisqu'on a aussi un programme engagé pour la nature pour les entreprises et puis pour les partenaires. Mais je te laisse commenter ce dispositif. Oui, là je vais surtout vous parler de territoire engagé pour la nature, effectivement, bravo, vous avez trouvé l'acronyme. Donc c'est un programme national qui est porté par l'OFB. Il vise à reconnaître des démarches de progrès en faveur de la biodiversité et il est déployé à des échelles régionales par les ARB lorsqu'elles existent. Donc là, il est ouvert aux collectivités, donc aux communes et intercommunalités qui peuvent candidater et être reconnus à l'issue d'un comité de sélection. En règle générale, dans les régions, ce sont pilotés par l'OFB, la région, par l'État et par les agences de l'eau. Et pour le comité de sélection, on s'adjoint aussi les services de DDT, des conseils départementaux ou encore des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux, ce qui permet pour nous d'avoir des éléments de contexte, de fournir des préconisations vraiment précises à celles des collectivités qui n'auront pas été retenues pour s'améliorer ou alors à celles qui ont été retenues pour encore nourrir leur programme d'action. Donc, territoire engagé pour la nature, c'est aussi favoriser l'accès à un club de lauréats à des collectivités qui pourront ainsi discuter avec d'autres collectivités, échanger des expériences, pouvoir participer à des sorties de terrain justement pour aller voir les bonnes pratiques d'autres collectivités et pour susciter le passage à l'action dans leur propre territoire. C'est aussi donc faire partie de ce club qui permet d'accéder à des ressources, d'accéder à des infos fraîches sur les financements. Parfois, c'est le nerf de la guerre et ça permet aussi de susciter ce passage à l'action. Et puis, au bout de 3 ans, dans ce club des TEN, eh bien, nous, ARB ou autres collectifs régionaux, allons accompagner la collectivité à son évaluation, à son bilan du premier programme TEN et à essayer de renouveler ce programme. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue et on essaie de pouvoir faire en sorte que la collectivité recandidate et se relance dans un projet vers l'avenir en faveur de la biodiversité. Donc c'est un peu un cycle et on essaye comme ça de fidéliser des territoires pour qu'elles aillent toujours un peu plus loin en faveur de la biodiversité. Merci Cécile. Allez, deuxième question sur territoire engagé pour la nature qui est plus... un petit peu plus compliqué. Alors aujourd'hui, au final, combien pensez-vous qu'à l'échelle de la France, nous avons de territoires engagés pour la nature? Une centaine, environ 500, un peu plus de 1000 ou 3000 juste. Voilà, donc dites-nous, selon vous, où est-ce qu'on en est? Ok, alors là, ça a du mal à se stabiliser, mais je crois que ça va être bon. Voilà. Alors, la majorité d'entre vous pense que nous sommes à 500 territoires engagés pour la nature. Qu'en est-il? C'est le cas. Effectivement, il y a presque 500. On ne devrait pas tarder à passer les 500. On a passé les 500. Bon, on vient juste de passer les 500. Et en Occitanie, on en a 77. Alors, je fais un petit zoom régional pour vous expliquer qu'aussi, on en a 77 parce qu'en Occitanie, on l'ouvre aux communes et aux intercommunalités, pardon. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions, ce qui peut effectivement peut-être parfois diminuer le nombre de lauréats. Mais en tout cas, cette diversité régionale dans toute la France fait aussi la richesse du programme, puisque avec cette déclinaison régionale, on essaie vraiment de s'adapter au contexte de chaque région, au contexte politique, historique, géographique. Et par exemple, en Centre-Val de Loire, il s'agit d'avoir un inventaire de biodiversité communale pour pouvoir participer à TEN. Dans d'autres régions, il y a d'autres critères et on essaie vraiment d'avoir des critères qui permettent aux communes, aux intercos parfois, de pouvoir candidater à TEN et d'accéder par exemple à des programmes de financement et d'être vraiment ancré dans son territoire. Donc nous, on a aussi
un lieu entre animateurs territoires engagés pour la nature qui permet de vraiment échanger autour de nos différentes pratiques, de nos différentes animations. Et c'est ce qui nous nourrit également, cette diversification, cette richesse de nos différences en région. Très bien, merci beaucoup pour Territoire engagé pour la nature. Évidemment, on reviendra sur tous ces dispositifs. Et puis, ce matin, on parlait stratégie nationale de la biodiversité. Alors, il y a des gros objectifs derrière. Moi, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi pour vous dire un mot aussi sur quelles sont les évolutions dans les années qui viennent de tous ces dispositifs. Juste un chiffre peut-être pour Territoire engagé pour la nature. Il y a l'ambition de la stratégie nationale de biodiversité nous dit il faut qu'on soit à 10 000 territoires engagés pour la nature d'ici 2030, donc on a du boulot. Voilà. Allez, troisième petite séquence avec Jean-Louis, et on va poser peut-être les 2 questions sur les CRTE d'affilée, et puis je laisserai Jean-Louis nous commenter tout ça. La première question est très facile, normalement. Alors, peut-être un petit bémol en disant que, en l'état des discussions, plusieurs réponses sont possibles. Oui, alors la question est facile, mais il y a peut-être une petite malice, puisqu'il y a deux bonnes réponses possibles, en tout cas encore aujourd'hui, même si ça ne va pas durer. Donc, CRTE. Alors, il y a 2 bonnes réponses. Alors, les 2 bonnes réponses, la première bonne réponse, c'est contrat de relance et de transition écologique. C'est l'acronyme de l'outil qui a été créé en 2020 par l'État, outil qui existe toujours et qui va se transformer, qui restera CRTE, mais il va changer de dénomination, puisqu'à partir de maintenant, on ne parle plus de contrat de relance et de transition écologique, mais de contrat pour la réussite de la transition écologique. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, vous allez me dire, on a changé l'acronyme, qu'est-ce que ça change? Alors c'est un changement dans la continuité, puisque vous savez, en quelques mots, le CRTE, il a été créé en 2020, à l'issue du renouvellement des conseils municipaux et communautaires. L'idée, c'était que l'État s'engage, contractualise, c'est le mot important, on y reviendra, avec les collectivités, contractualise pour 6 ans, c'est la durée d'un mandat, vous savez ce que c'est, surtout les élus savent ce que c'est. L'idée, c'était contractualiser donc sur ces 6 années. Lorsqu'il a été créé, vous savez qu'on était surtout d'abord dans le plan de relance, d'où la partie de l'acronyme relance, mais d'ores et déjà, il y avait quand même plus qu'un soupçon de transition écologique qui était indiqué, puisque on nous disait bien qu'au-delà de la relance, c'était bien la transition écologique qui devait être au cœur de CRTE. Bon, avec des résultats qu'on pourrait discuter. Aujourd'hui, on a franchi une étape supplémentaire, on est toujours en CRTE, mais on a réintitulé donc ce contrat pour que ce soit la réussite de la transition écologique. Ça veut dire que vraiment, on choisit d'accélérer, puisque, vous savez, dans le cadre de la stratégie nationale de biodiversité notamment, mais pas que, l'État a choisi de mettre en place ce qu'on appelle une planification écologique. Cette planification écologique, elle concerne l'État, elle concerne le secteur privé, mais elle va surtout concerner les territoires. Donc dans le cadre de cette territorialisation de la transition écologique, le CRTE a changé de nom pour bien mettre en exergue cette nécessité de transition écologique. Et tout ça s'articule, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, avec les conférences des parties, donc dans le cadre de la transition écologique, qui ont été organisées tout récemment dans l'ensemble des régions. Pour l'Occitanie, c'était le 30 novembre. Et il y aura une déclinaison départementale de cette planification de la transition écologique. Et j'en termine pour vous dire que justement, le CRTE, nouvelle manière, il doit devenir justement la déclinaison locale au plus près des territoires de cette planification écologique. Merci, voilà. Merci Jean-Louis. Allez, une question un peu plus technique pour poursuivre sur les CRTE. Donc les contrats de réussite, on va anticiper pour la transition écologique. Alors cette question, elle vise à savoir ce que permet finalement et à quoi sert un contrat de réussite de la transition écologique sur les territoires. Alors, est-ce qu'il s'agit de bénéficier de manière prioritaire du fonds vert? Est-ce qu'il s'agit de donner un cadre global à la transition écologique sur votre territoire? Est-ce qu'il s'agit de financer exclusivement les actions en faveur de la biodiversité? Est-ce qu'il s'agit d'intégrer vos actions de la biodiversité communale ou commune, je n'arrive pas à lire, du projet en faveur de la biodiversité dans un projet territorial plus global? Voilà. Là aussi, à mon avis, il y a plusieurs bonnes réponses, mais on va regarder ce que ça donne tout de suite.
Et alors, ce qui est rassurant, mais Jean-Louis, je vous laisse la parole, c'est qu'on a beaucoup de réponses sur le cadrage global de la transition écologique sur le territoire. Alors, les réponses, c'était pas forcément aussi tranché, oui et non. Vous savez, je suis normand d'origine, donc c'est facile de répondre ainsi. Alors non, c'est pas le CRTE ne permet pas de bénéficier de manière prioritaire du fonds vert. Bien évidemment, c'est pas parce que vous inscrivez votre projet dans le CRTE que automatiquement vous bénéficierez du fonds vert. Bien évidemment, il n'y a pas d'automaticité, mais il y a quand même une logique. Deuxièmement, on a perdu. Il faudrait revenir sur la diapositive antérieure, s'il vous plaît. Voilà, merci. Est-ce que c'est donner un cadre global à la transition écologique de votre territoire? Oui, c'est ce que j'ai dit en quelques mots tout à l'heure. L'idée du CRTE, c'est bien d'identifier dans un document unique tous les projets du territoire qui concourent à cette transition écologique et d'essayer de trouver des financeurs et des cofinanceurs, que ce soit des financements de l'État ou des financements même d'autres partenaires territoriaux. La troisième réponse qui n'était pas la bonne, effectivement, financer exclusivement les actions en faveur de la biodiversité, non, parce que bien évidemment, c'est tous les projets liés à la transition écologique qui peuvent être financés dans le cadre de l'ECRTE, donc pas uniquement la biodiversité, et puis après on y reviendra aussi, il peut parfois se mêler dans le CRTE de choses qui ne sont pas directement liées à la transition écologique, mais je pense que ça suscitera des questions. Et le quatrième élément, donc intégrer vos attentes de biodiversité communale en faveur dans un projet territoire plus global. Oui, c'est le but même du CRTE, c'est bien sûr qu'on ait un document qui soit le plus exhaustif possible. Voilà. Donc voilà, c'est plus compliqué en fait que ça. Merci. Peut-être un commentaire sur cette diapo qui précise comment est-ce qu'on peut construire cette démarche-là de contrat pour la réussite de la transition écologique, mais on y reviendra peut-être plus tard dans les questions du public. Voilà, peut-être en résumé de cette première séquence, quand même vous dire que tout ça est foisonnant, certes, mais qu'il y a une certaine logique. Alors, si on doit mettre tout ça en récit, essayer de raconter une histoire, moi j'ai envie de dire quelques mots sur l'ensemble de ces trois outils qui sont d'origine diverse, mais qui finalement participent d'une meilleure prise en compte, de mon point de vue, de la biodiversité à des niveaux, au niveau des territoires, qu'il s'agisse de communes, d'intercommunalités, avec ce dispositif des atlas de la biodiversité communale. Donc j'aime bien rappeler quand même le triptyque qu'il y a derrière, connaissance, mobilisation et action. Voilà, et on verra d'ailleurs que dans la diversité de ces maintenant bientôt 500 projets d'ABC sur le territoire, certains ont mis plus d'accent sur un de ces trois piliers de ce que constituent ces ABC. C'est souvent, mais ce n'est pas exclusif, une première manière de rentrer un petit peu sur le sujet biodive dans les territoires. Et ces atlas, finalement, si on voulait être un peu logique, ils ont vocation, normalement, si tout se passe bien, si la mobilisation est top sur le territoire, à se traduire dans une sorte de plan d'action qui est, pour le coup, lui, porté par territoire engagé pour la nature. Et sans exclusive, par ailleurs, de la capacité d'utiliser l'ensemble de ces matériaux, on le verra tout à l'heure, de l'ensemble de ces matériaux, pour pour cranter une étape supplémentaire, qui est celle de la contractualisation et des moyens financiers nécessaires. Voilà, et moi j'attire l'attention, parce que c'est très important, Jean-Louis, ce que vous avez dit, les contrats, tout début de transition écologique, puis de relance de la transition écologique, et aujourd'hui de réussite de la transition écologique, souvent on le voit, ont été orientés beaucoup sur les questions transition énergétique, voilà, etc., adaptation au changement climatique, mais n'ont pas forcément fait une part très belle, de manière générale, au sujet biodiversité. Et que donc, si on est dans cette histoire, en rentrant par cette clé qui est l'Atlas de la biodiversité communale, qui est le territoire engagé pour la nature, on peut potentiellement, de mon point de vue, renforcer la dimension biodive d'un contrat de réussite de la transition écologique sur une intercommunalité. Voilà, donc ça c'est mon petit credo, parce que changement climatique et transition énergétique et transition écologique vont de pair, et changement climatique et biodiversité aussi. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Mais
au-delà de ça, alors on aura l'occasion aussi de vous donner quelques éléments d'info, puis on fera un petit débat aussi sur comment vont évoluer ces dispositifs dans le cadre de la stratégie nationale de biodiversité, parce que je pense que vous attendez un petit peu aussi des précisions. Ce qui est sûr, c'est que ces dispositifs, dans leur ensemble, vont être extrêmement renforcés. Moi, je voulais juste rappeler que l'ambition à ce stade, avant de parler programme, qu'il y a un déploiement à peu près d'Atlas de biodiversité partout sur le territoire, et notamment, on le verra, c'est une nouveauté de la stratégie nationale de biodiversité, dans des territoires qui s'apprêtent ou qui souhaitent utiliser ce travail de connaissance, d'action, mais de mobilisation aussi, dans les documents d'urbanisme ou dans la révision de leurs documents d'urbanisme. C'est un point important qui sera un point essentiel demain. Ça ne veut pas dire qu'il est systématique, mais qu'on peut penser l'Atlas des biodiversités communales comme un outil qui permette de mieux identifier les enjeux de biodiversité en vue de la révision des documents d'urbanisme nous paraît un point essentiel. Ça ne doit pas pour autant cacher les autres volets de l'action et les autres volets de la mobilisation sur le territoire. Ça me semble aussi extrêmement important de le rappeler, parce que malgré tout, même à l'échelle communale ou à l'échelle d'un groupement de communes, les élus que vous êtes, vous le savez bien, trouvent là un moyen d'animer aussi un débat citoyen sur qu'est-ce qu'on peut faire chez nous pour mieux préserver la biodiversité. Donc j'insiste sur ce point-là. J'insiste aussi sur un autre point qui me paraît fondamental sur les ABC, qui est celui finalement du fait qu'un atlas de biodiversité communale, il a vocation aujourd'hui à essayer de... C'est pas que de l'inventaire espèces faune-flore, c'est beaucoup plus, c'est l'identification des enjeux, des continuités écologiques, des patrimoines naturels, des habitats préservés, etc., etc. Bon, bref, je ne détaille pas plus, mais il y a quand même une histoire qu'on peut raconter autour de ce triptyque ABC, pour reprendre l'acronyme, TEN et CRTE. Après, à chacun de s'en saisir un tout petit peu de manière agile et souple pour faire exister nos sujets de biodiversité à toutes les échelles. Alors, on va passer à une autre séquence, peut-être toi aussi quand même citer des exemples un peu concrets, parce qu'on a ici des élus qui... moi, j'aime bien citer ces exemples-là aussi, qui sont un peu locaux, hein, sur le pays de Cœur d'Hérault, où il y a eu un vrai sujet d'articulation entre ABC et TEN. Et alors, ce qui était admirable d'ailleurs, mais là, bon, il y a une petite partie du pays du Cœur de l'Hérault, mais c'est que il y a eu aussi un sujet d'articulation entre les échelons communal, intercommunal, pays pour conduire ça. Et ça, c'était assez admirable. Dans d'autres régions, il y a plein d'exemples assez exemplaires. Alors, je ne vais pas les dévoiler parce que après cette séance, nous aurons une petite cérémonie sur la place publique pour délivrer un certain nombre de trophées ABC. On permettra de découvrir les bonnes pratiques dans ce triptyque, connaître, mobiliser et agir. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant, avant de vous laisser la parole, notamment à vous, élus et techniciens des collectivités, on va vous proposer à la salle de nous... Voilà, de poser quelques questions. Alors, vous pouvez le faire via vos smartphones, mais rassurez-vous, des micros vont aussi circuler parce que les bonnes questions peuvent être aussi posées en direct, bien sûr, et c'est souvent beaucoup plus convivial. Alors on vous laisse aller quelques instants si vous voulez vous lancer. Alors soit des précisions sur effectivement ces dispositifs, mais surtout j'insiste sur la manière dont localement ces dispositifs ont pu être mis en œuvre. Donc ces questions, elles s'adressent principalement à Eric, Véronique et à Charlène dans un premier temps. Allez, lancez-vous, je ne vois rien apparaître sur l'écran. Je ne sais pas s'il y a un micro par ailleurs qui circule dans la salle, mais il est là. Ah ben voilà. Alors on laisse encore un tout petit peu de temps.
Il y a une première question qui est tombée ici. Quelle motivation pour articuler CRTE et territoire engagé pour la nature? Alors, je ne sais pas qui a cette expérience, mais vous pouvez réagir. Quels sont les financements possibles pour la mise en œuvre de ces outils? Donc ça, moi, je pourrais vous y répondre en partie pour au moins les atlas et biodiversité communales. Quel budget pour les CRTE? Quelles modalités? Voilà, ça c'est peut-être Jean-Louis qui pourra répondre. Quelle obligation de candidature TEN après une candidature ABC? Voilà. Alors après, je ne sais pas si on a la synthèse de toutes les questions qui s'affichent. Hein. On va le voir, on les rebalayera. Mais avant ça, moi j'aimerais quand même qu'on donne la parole à nos élus sur la manière dont ils ont vécu, eux, ces dispositifs ABC et TEN notamment, alors peut-être moins CRTE, et puis peut-être à Charlène, juste dans une petite séquence, là, si vous voulez bien prendre la parole, à Charlène plutôt sur comment finalement, à travers une démarche SCOT, on arrive à articuler tout ça en termes de planification. Voilà, donc peut-être avant de répondre directement aux questions, je vous laisserai bien à nouveau la parole maintenant qu'on a chauffé la salle, pour que vous nous disiez les uns et les autres voilà, comment vous avez vécu tout ça, ABC, TEN. Allez. Donc pour nous, la démarche d'ABC au niveau de la commune, c'était une volonté, je dirais, de l'équipe municipale qui a été sollicitée par deux associations du territoire. Donc l'APNE, Association de protection de l'environnement, mais directement de la commune, et une autre association de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, l'OUS. Et donc sur leur sollicitation, l'équipe municipale a été convaincue de la nécessité d'engager cet ABC. Ensuite, sur la commune, on est resté à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la communauté de communes, on s'est engagé dans la démarche d'ABC une fois qu'on a été labellisé TEN. Et là, l'Office français de la biodiversité a retenu notre projet qu'il a financé à 50%. Par contre, au niveau communal, c'est simplement les associations qui se sont engagées, soutenues par une subvention municipale. Voilà pour... Oui, donc nous, on a le label TEN, donc on a engagé un atlas de la biodiversité. Et en fait, les motivations, elles étaient finalement a priori, dans la construction de l'équipe municipale, on s'était donné plusieurs axes pour la commune. Donc il y avait le premier axe, c'était travailler les liens humains et sociétaux. Le deuxième axe, il n'y a pas forcément d'ordre, mais le deuxième axe, c'était le respect du vivant. Le troisième axe, c'était le pastoralisme, la promotion, on va dire, des activités pastorales. Et puis le quatrième axe, c'était la sobriété énergétique. Donc, sans forcément connaître la connaissance du TEN ou de l'ATIAS de la biodiversité, on avait ces axes-là. Et puis quand on a travaillé, réfléchi, c'était évident qu'on allait poser notre candidature TEN. Et puis, c'est comme vous l'avez dit, et ça je trouve que c'est important pour nous les élus, c'est que le TEN, vous avez dit, on a une première labellisation, et puis on essaye que les communes continuent. Et ça, c'est un vrai encouragement. Et c'est vrai que du coup, comme on est à la fin apparemment de notre première séquence, c'est vrai que du coup, ce sont des portes qui s'ouvrent. Moi, je l'ai vécu en tant que maire comme une porte qui s'ouvre vers des possibles et vers finalement la consolidation d'un projet communal. Et l'Atlas de la biodiversité vient encore plus conforter ça avec des actions très concrètes. Donc, on les a vues, de recensement des connaissances, de prospection pour aller un petit peu plus loin et de mobilisation des habitants. Donc, l'Atlas, finalement, rejoint les quatre axes de notre programme. Donc, je sais pas si j'ai... Merci. Et puis, un petit mot, Charlène.
sur une question qu'on va certainement retrouver sur les 35 questions, mais on va les balayer, je vous le promets, et je compte sur vous les uns et les autres pour faire des réponses courtes. Non, mais Charlène, peut-être oui, sur ce gros sujet là qui peut inquiéter aujourd'hui, entre comment finalement toutes ces démarches participent des exercices de planification. Voilà, c'est quoi ton expérience en la matière? Ouais. Donc moi je travaille pour le Pays Cœur d'Hérault, donc qui est une structure de coopération territoriale qui rassemble 3 communautés de communes. La communauté de communes du Lot-des-Vols-Larzac, la communauté de communes du Clermontais et la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Nous, en tant que pays, on n'a pas de rôle direct sur ces sujets ABC, TEN, CRTE. On n'a pas de compétences directes en la matière. On a plutôt un rôle d'animation pour susciter des projets à l'échelle des communes ou des communautés de communes, mettre en relation les différents élus. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui, cet après-midi, du coup, d'avoir 2 élus qui représentent 2 des communautés de communes, parce que c'est aussi le rôle du pays de pouvoir valoriser ce qui se fait sur le territoire. Et après, donc oui, peut-être un petit mot sur les questions planification et urbanisme. Donc moi je suis chargée de mission SCOT, donc encore un autre acronyme. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale, donc un document d'urbanisme qui fixe des grandes orientations et des objectifs à l'échelle d'un bassin de vie, donc en l'occurrence de 77 communes. Nous, dans le cadre du SCOT, on a aussi travaillé avec les associations locales pour travailler toute la partie, tout le défi biodiversité de notre SCOT et toute la partie trame verte et bleue. Après, ce SCOT, comme je viens de le dire, il fixe des orientations qui restent à l'échelle d'un territoire assez important. Et aujourd'hui, il vient d'être rendu exécutoire là, depuis le mois de septembre 2023. Et tout le rôle qu'on a à jouer dans les mois et les années à venir, ça va être de le mettre en œuvre. Et la mise en œuvre du SCOT, ça passe par la déclinaison de ces orientations à une échelle communale ou intercommunale, en particulier dans les documents d'urbanisme locaux. Donc pour ça, il y a plein d'outils dans le code de l'urbanisme, il y a plein d'outils pour prendre en compte la biodiversité et en l'occurrence prendre en compte ce défi qui est quand même assez important de notre SCOT pour pouvoir le décliner à l'échelle communale et intercommunale dans les PLU, les PLUI. Et effectivement, moi, je suis complètement convaincue que dans les communes ou les intercommunalités où il y a déjà eu un travail, notamment à travers des inventaires de faits, à travers les ABC ou les ABC intercommunaux, comme c'est le cas sur la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, c'est un grand premier pas qui a été fait et qui va vraiment nous servir dans les différentes révisions ou modifications des documents d'urbanisme ou élaboration des documents d'urbanisme qu'on va pouvoir faire, parce qu'on aura toute cette matière qu'on pourra réutiliser dans les diagnostics des documents d'urbanisme locaux et ensuite traduire réglementairement dans les différentes pièces des documents. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va passer un petit peu aux questions quand même. J'ai vu se glisser une question tout à fait intéressante sur qui pour un apéro ce soir. Donc ça, on le verra, mais ça avec plaisir. Je crois savoir d'où elle vient, ou presque. Mais bon, plus sérieusement, allez, alors très rapidement, les uns et les autres, parce qu'il faut qu'on donne satisfaction à toutes ces questions, et donc faites-nous des réponses courtes. Y a-t-il une fréquence optimale pour réaliser à nouveau un ABC? Je peux me permettre de répondre pour le coup? Ouais. Alors, oui, l'ABC ne se renouvelle pas, c'est une longue démarche qui va durer 3 ou 4 ans, donc il ne se renouvelle pas forcément aux mêmes échelles et partout. Après, il n'est pas interdit soit de le réviser, soit finalement de se dire la situation évoluée où je le fais à une autre échelle et donc je le complémente. Et c'est là qu'on retrouve les articulations notamment entre le niveau communal et intercommunal. Voilà pour cette réponse. Alors si on peut passer à une autre question, on passera pour l'apéro, ce sera pour plus tard. Qui contacter, ça c'est pour Jean-Louis, qui contacter dans les territoires pour être associé à la construction des CRTE, et c'est une question posée par une agence régionale de la biodiversité. Voilà. Alors la réponse est la suivante, mais il faut contacter la préfecture, puisque vous savez que la préfecture, en tout cas le préfet, c'est le représentant de l'État dans le département. Donc
dès qu'il y a une politique publique d'État qui est mise en œuvre, il faut contacter la préfecture. Donc c'est bien le préfet qui met en place des CRTE en lien avec les collectivités locales. Hein. Voilà, donc c'est bien la préfecture qu'il faut contacter. Alors j'en profite pour dire que le CRTE, c'est un document contractuel. C'est un petit peu comme le contrat de projet État-région. Donc il n'y a pas de crédit spécifique, il n'y a pas de dotation CRTE, mais il y a un ensemble de dotations de l'État qui ont vocation, bien sûr, à alimenter ce CRTE. Alors là, pour faire simple et pas rentrer dans le détail, le CRTE est un document contractuel. En fait, on peut mettre dans le CRTE tout ce qu'on veut. On peut mettre tous les projets territoriaux qui sont plus ou moins subventionnés par l'État et cofinancés par les collectivités. Donc ça peut être un document très synthétique. Pour faire simple, il y a 3 outils de financement de l'État à privilégier dans le CRTE. Et du début jusqu'à la fin, on va monter en gamme vers la transition écologique. Il y a l'outil classique que beaucoup connaissent, qui est la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est la plus ancienne subvention d'investissement d'État aux collectivités, qui n'a pas forcément de vocation écologique par nature. C'est plus ce soutien à des petits projets, plutôt de communes rurales ou périurbaines. Mais on peut déjà mettre du vert dedans. Il y a un deuxième outil qui est plus récent, qui s'appelle la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement public local, qui peut alimenter le CRTE et qui là a plutôt vocation à financer des dossiers dits structurants, donc des constructions d'écoles, de bâtiments publics, des grosses rénovations de bâtiments publics, d'écoles. Et on a pas mal utilisé la DSIL jusqu'à récemment, justement, dans le cadre de dossiers de rénovation énergétique. Alors on est en transition énergétique, on n'est pas encore dans la biodiversité, mais on progresse. Et il y a un troisième outil qui vient d'être créé cette année par l'État, qui est le Fonds vert, qui fonctionne un peu sur le même modèle que les 2 dotations précédentes, qu'il faut vraiment aller chercher, parce que d'une part, il y a beaucoup d'argent, je le dis très sincèrement, il y a beaucoup d'argent, il va y en avoir encore plus l'année prochaine, et dans le Fonds vert, comme le nom l'indique, a vraiment vocation à être l'outil privilégié de la transition écologique, il y a tout un aspect biodiversité, justement, spécifiquement biodiversité. Donc il faut vraiment, si vous avez des projets vraiment liés à la biodiversité, il faut privilégier le Fonds vert et essayer de rentrer dans le CRTE. Je vais vous donner quelques exemples très simples, on parle de chiffres, mais c'est très vague tout ça. Mais par exemple, dans le département du Gard, hein, puisque je travaille à la préfecture du Gard, on a financé au titre du Fonds vert cette année des études de protection de vertébrés sauvages. Voilà. Pour éviter, c'était porté par le centre ornithologique du Gard. Voilà, c'est même pas une collectivité locale. On a aussi soutenu un projet pour la protection, vous savez, des chauves-souris à la Valbonne, à Villeneuve-les-Avignon. Des projets comme ça, très concrets, pas forcément des dossiers d'ailleurs très coûteux, hein, c'est souvent des dossiers, des subventions à 30, 40 000 euros, mais qui ont vocation à être vraiment alimentés par le Fonds vert. Voilà. Merci, voilà, merci Jean-Louis. N'hésitez pas, prenez contact avec la préfecture, essayez de rentrer, il faut rentrer dans un CRTE, je vous invite. Si tu le permets, citons, mais ça n'a rien d'incompatible puisque les préfets en sont délégués territoriaux, l'Agence nationale de cohésion du territoire qui joue un rôle assez important de coordination sur les CRTE, la NCT qu'on connaît bien tous. Allez, je passe à une autre question. Des réponses rapides, qui veut s'y coller? Quelle place de l'agriculture et de l'alimentation dans les TEN? J'aimerais bien qu'on les balaye tous, mais on va essayer d'être rapide. Allez, 20 secondes. Ah ouais. Oui, elle a une place dans les TEN, elle peut en avoir une en tout cas. Donc les TEN sont des programmes d'action volontaires. Donc en fonction de la compétence de la collectivité qui va répondre, il peut y avoir tout type d'action. Il y a des panels très larges d'actions. On veut pouvoir mettre en place des actions d'extinction pour la biodiversité nocturne ou de gestion des espaces verts ou encore de restauration de milieux. Et effectivement, on retrouve dans certains territoires engagés pour la nature des actions qui vont avoir vocation à accueillir de la biodiversité dans des parcelles agricoles, à favoriser la transition agroécologique. Cette année, par exemple, parmi les lauréats, il y a une commune qui a installé une agricultrice en culture de plantes médicinales bio. Ça fait partie de l'une de ces 3 actions, puisqu'en Occitanie, il faut présenter 3 actions, 3 projets. On a aussi une collectivité qui a
mis des murs en pierre sèche tout autour d'un certain nombre de parcelles viticoles avec des nichoirs à chauves-souris et qui en assurent un suivi pour mieux connaître les populations. Ça fait partie aussi des actions qui peuvent bien entendu intégrer un thème. Si. Oui, allez-y, si vous voulez. Oui, mais je vais répondre, mais je pense que c'est à ma collègue de répondre. Ça me fait penser aux plans alimentaires territoriaux, où il y a un lien avec les agriculteurs. Mais je voudrais plus témoigner de ma commune qui est très rurale. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Comment réussir à associer les agriculteurs dans l'approche biodiversité, dans l'évolution des modalités de culture. Et c'est un chantier qui pourrait être mis en perspective, mais qui est très délicat. Alors moi aussi, je suis à la recherche d'expériences qui ont été menées avec les agriculteurs. Mais c'est savoir arriver à associer les agriculteurs, c'est vrai que c'est majeur. Et quelquefois, sur les territoires, si c'est mal mené, ça peut être l'objet de conflits. Et quelquefois, l'agriculture perçoit l'évolution actuelle vers plus de biodiversité comme une gêne. Voilà. Donc, sur les territoires, c'est vrai que réussir, ça ne peut pas se faire sans les agriculteurs. Si je peux me permettre, donc dans le cadre de notre ABC, nous avons eu des actions auprès de 3 publics, le grand public, les scolaires et les viticulteurs. Par rapport aux viticulteurs, c'était assez compliqué de trouver la bonne mesure d'emblée pour les accompagner. Donc on avait dans un premier temps proposé des formations sur 2 jours. Donc on a eu un peu de mal à récupérer des inscriptions. On a ensuite proposé des formations ciblées. Donc là, on a eu 2 domaines de la vallée de l'Hérault qui ont eu une formation sur une journée, mais une formation alors qui était vraiment très fine et très adaptée. Et pour toucher un plus grand nombre, on a finalement trouvé la formule de réunions dans les caves viticoles le soir, des réunions de 2 heures pour les adhérents, où là, on a pu travailler et expliquer tout ce qui pouvait être apporté en termes de corridors écologiques, replantation de haies, création de mares. Voilà, il y a eu tout ce qui avait trait aussi aux auxiliaires de culture. Donc ça, sur ce format de 2 heures pour les adhérents des caves, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et donc là, dans les dernières actions, on a pu toucher une 30aine de personnes à la fois. Donc ça, c'était positif. Mais on a tâtonné avant d'en arriver là. Merci pour ce témoignage qui en plus peut marier éventuellement apéro et discussion de fond sur ce qu'on peut faire au titre d'un ABC en matière d'agriculture. Une question intéressante, je me permets de répondre un peu directement. Quel levier pour assurer la bonne prise en compte des données issues des ABC dans les documents de planification, modalités de contrôle? Juste un truc que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que d'une part, il y a un enjeu à travers les ABC de bancariser un peu de données, d'inventaire sur espèces, sur faune, flore, etc. Mais c'est aussi sur habitat, ça c'est important. Mais ça, on est dans les circuits classiques de remonter des données via l'INPN, etc. Moi, ce qui me paraît très important ici, c'est de voir comment, à travers l'Atlas de la biodiversité communale, à partir des données d'inventaire, mais à partir aussi d'éléments qui sont déjà connus, comme les trames vertes et bleues, etc., comment ces données servent à construire une cartographie des enjeux, laquelle, elle, peut être portée au niveau de la planification. Mais Charlène, tu peux compléter, évidemment.
Oui, tout à fait. En fait, il y a plusieurs façons de faire et je dirais que ça dépend un petit peu aussi de votre calendrier. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler, on peut très bien imaginer que vous êtes en train de travailler votre ABC et que ça tombe à peu près au moment de la révision de votre document d'urbanisme, auquel cas c'est tout à fait faisable. J'ai déjà vu sur des territoires de vraiment profiter du travail sur l'ABC pour en même temps faire des ateliers avec la population dans le cadre du diagnostic territorial et comme ça travailler vraiment en amont de votre document d'urbanisme. Si vous avez fait votre ABC, vous avez justement cette connaissance et ce matériau-là et que vous avez envie de le valoriser ensuite dans le cadre de votre document d'urbanisme, par exemple, on peut imaginer qu'au moment où vous lancez votre marché pour la révision de votre PLU, par exemple, c'est quelque chose à noter en fait dans le cahier des charges. En fonction de votre niveau d'exigence, mais en tous les cas, de noter ça pour aussi avoir un bureau d'études qui ait vraiment cette sensibilité-là, qui puisse valoriser le travail qui a été mené sur l'ABC. Et après, effectivement, c'est tout le travail de traduction, c'est-à-dire que le travail de l'ABC, il va pouvoir être valorisé dans le diagnostic territorial, mais surtout, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment on traduit ça dans les différentes pièces d'un PLU. Donc, sans être trop technique, mais en fait, chaque pièce de PLU d'un plan local d'urbanisme peut prendre en compte ces enjeux de la biodiversité. C'est-à-dire, le projet d'aménagement et de développement durable, il va fixer des orientations, des objectifs, ça va être votre projet politique. Et puis ensuite, ça va pouvoir se traduire plus concrètement, par exemple, dans vos orientations d'aménagement de programmation, soit à des échelles bien définies, à des échelles sectorielles. Vous pouvez prendre en compte la question des continuités écologiques, la question des habitats, etc. Aujourd'hui, depuis la loi climat et résilience, c'est devenu une obligation. Vous avez des orientations d'aménagement et de programmation thématiques, trame verte et bleue et continuité écologique dans les documents d'urbanisme locaux, quand il y a ces enjeux-là sur la commune, quand c'est quelque chose qui ressort du diagnostic. Donc ça, c'est des pièces du PLU très réglementaires, mais qui sont très concrètes et qui permettent vraiment, en fonction du diagnostic, de le retraduire directement dans des orientations. Et puis ensuite, la dernière pièce du PLU, c'est le règlement. C'est-à-dire qu'il y a des articles du Code de l'urbanisme qui permet de faire vraiment un travail un peu de dentelle, si ce travail-là a été justement mené à l'échelle du diagnostic, pour retraduire très concrètement sur votre plan de zonage et donc dans votre règlement, des protections sur des haies, sur des arbres isolés, sur des mares, etc. Okay. C'est Super, un peu long. Désolée, c'était pas du tout 20 secondes. Alors, une question qui intéresse certainement ceux qui ont envie de se lancer dans un atlas biodiversité communale, que je réadresse à nos deux élus. Est-ce que vous avez été accompagné, finalement, quand vous êtes lancé par une structure locale, association notamment, pour candidater, mettre en œuvre votre ABC? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est votre propre énergie, volonté, ou est-ce que tout d'un coup, c'est quoi l'environnement favorable pour lancer un atlas? Effectivement, c'est à partir des sollicitations et de travail en partenariat avec des associations locales qu'on a pu lancer un ABC. Ensuite, il faut s'appuyer sur l'ensemble de nos concitoyens. Et là, c'est important, j'ai vu passer dans une question, il faut aussi s'appuyer sur des outils numériques. Par exemple, e-Naturalist, c'est une application qui permet à tout un chacun de noter ses observations, de prendre une photo, et ensuite c'est renvoyé sur les données de nos techniciens. Donc ce sont des bases de données nationales, voire européennes, mais nos techniciens peuvent récupérer ces données et c'est comme ça qu'on arrive à nourrir les connaissances sur le territoire. Oui, pour vous donner une idée précise, l'Atlas de la biodiversité de notre commune nous coûte 22 000 €. Donc il y a eu 80% financé par l'OFB. Et grâce à ça, en fait, il a été absolument nécessaire de nous entourer de scientifiques et de personnel compétent, notamment en termes d'éducation populaire. Donc nous, on s'est beaucoup appuyé sur le Conservatoire des espaces naturels. C'est eux qui ont fait le repérage des connaissances
et puis après tout le travail naturaliste. Et le CPIE, on s'est appuyé sur le CPIE des causes méridionaux, qui ont beaucoup travaillé sur la démarche de la vulgarisation scientifique. Et on a aussi appuyé sur d'autres associations naturalistes, ce qui fait qu'on a... Donc voilà, premier point, je pense qu'on ne peut pas faire un atlas de la biodiversité sans avoir des scientifiques et des professionnels, on va dire, de la vulgarisation scientifique à nos côtés. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, grâce au CPIE et aux autres acteurs, on a pu, sur un temps intermédiaire, donc au mois d'avril cette année, on a pu créer un grand événement où il y a eu 22 interventions. Donc c'était un peu comme un festival. Les gens pouvaient suivre les animations et les conférences, enfin les réunions qui les intéressaient. On a donc créé cette journée, il y a eu des interventions d'ethnobotanistes, il y a le CEN qui a rendu compte de l'état de son travail, il y a l'association Kermit qui a passé en diapo des films qu'ils avaient réalisés suite au placement d'appareils photo sur des endroits bien ciblés de notre territoire pour voir les animaux qui étaient... Voilà. Donc ça marche d'ailleurs beaucoup pour mobiliser les gens. Il y a eu beaucoup de questions. Voilà. Donc il y a eu tout un travail sur les chiroptères. On a fait une sortie de nuit. Donc je peux vous dire que sur notre village de 40 habitants, ce jour-là, la population était de 150 personnes présentes. Et donc ça a été une journée qui nous a permis à nous, habitants du village, de recevoir avec beaucoup d'intérêt toute la connaissance que nous ont apporté les autres acteurs, et puis aussi de nous rendre compte que notre territoire, il était fragile, il était riche, et donc il faut que cette balle, elle continue à rouler, à grossir, pour qu'il y ait une protection de notre environnement qui soit très concrète, et la rendre très concrète. Voilà. Donc pour vous dire que c'est grâce à la multitude des acteurs scientifiques et associatifs que les choses se font. Oui. Ouais, je voulais juste ajouter une petite chose sur le sujet donc de l'accompagnement des collectivités, parce que là ça a été très bien expliqué que les associations ou les bureaux d'études, ça dépend en fonction des contextes, viennent accompagner très finement les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets biodiversité. Au-delà de cet accompagnement, avec Cécile de l'ARB et nous, donc à la direction régionale Occitanie, on a monté l'accompagnement d'une communauté de collectivités TEN-ABC à l'échelle d'Occitanie pour leur mettre à disposition des ressources et vous accompagner aussi, on va dire, dans la mise en œuvre, dans les candidatures et dans la mise en œuvre de vos projets. Et je voulais ajouter aussi à ce sujet que mes collègues en services départementaux aussi participent aux différentes instances, comités techniques ou comités de pilotage ABC des différents territoires concernés. Merci, on ne va jamais arriver à répondre à toutes les questions, mais allez, passons à une question suivante, les plus likées. Alors j'ai vu quand même tout à l'heure une question très rapide sur voilà, elle arrive là. Est-il possible d'obtenir la labellisation territoire engagé pour la nature à l'échelle de plusieurs intercommunalités, éventuellement d'un pays ou d'un PNR, etc. Tu vas pouvoir nous éclairer. Alors, en Occitanie, aujourd'hui, on l'ouvre uniquement aux communes et intercommunalités, mais dans d'autres régions, oui, c'est possible. Il y a des parcs qui sont labellisés. C'est vrai que nous, on dirige plutôt les parcs naturels régionaux vers un dispositif qui s'appelle Partenaires engagés pour la nature. Voilà. Ok, merci pour cette réponse. Allez, encore quelques questions avant de passer à la suite et puis vous apporter quelques éclairages sur la manière dont tout ça va se passer en 2024. Y a-t-il une fréquence... Alors, quel exemple d'action concrète pour les TEN? Là aussi, le catalogue d'actions très large, beaucoup de choses possibles. On a vu tout à l'heure pour
les questions agricoles, mais tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Cécile, nous donner quelques exemples. Oui, on parlait tout à l'heure de pourquoi pas toujours dans le pays Cœur d'Hérault, avec la communauté de communes Clermontais qui est ici présente dans la salle et qui pourra peut-être compléter, mais effectivement qui se lance aussi dans du travail autour de l'extinction lumineuse et de la trame noire pour prendre en compte la biodiversité nocturne et aussi la restauration de zones humides remarquables sur son territoire. Ça peut être ce type d'action qui est engagé. Il y a des actions qui concernent la gestion des espaces verts, la fauche tardive par exemple, et des expérimentations sur des parcelles communales, mais qui maintenant peuvent infuser chez les particuliers, puisque certaines collectivités aussi travaillent avec leurs concitoyens pour pouvoir élargir leurs actions à l'ensemble de la commune. Il y a vraiment un panel d'actions très très large qui sont proposées. Donc parfois, ce sont des ABC. Petite pause numérique. Est-ce qu'il y en a qui ont le micro dans la salle et qui ont envie de directement interpeller le public, le public pour le coup, nos intervenants? N'hésitez pas, il y a un micro qui circule, et décrochez la parole. Si votre question, ne remontez pas. Dans l'attente quand même encore peut-être, donc le micro est là, je ne sais pas. Voilà, une question de vive voix. Bonjour, Mathilde Maïzano, coordinatrice nationale du programme Territoire engagé pour la nature. Du coup, moi j'ai envie de poser des questions directement aux élus, parce que je n'ai pas toujours la chance de les croiser en direct. Qu'est-ce qui vous motiverait à renouveler votre candidature, à passer à l'étape suivante, quoi? Voilà, à vous élus. Renouveler, c'est-à-dire que quand on commence à acquérir les connaissances, on a envie d'aller toujours plus loin et donc d'engager d'autres programmes. Par exemple, à l'issue de l'ABC communal, on a engagé les programmes air éducatif terrestre. Ensuite, on est passé à l'extinction lumineuse, les prairies-feuries, labellisation arbres remarquables. Et donc, ça engage. Et aujourd'hui, on a reçu le label engagé pour le végétal. En fait, voilà, c'est quand... À mesure que l'on nourrit des connaissances nouvelles, on a envie de protéger, de préserver et voire même de restaurer avec la création de mares ou protection de zones humides davantage d'espace et puis aussi de poursuivre cette mobilisation au niveau de nos concitoyens. Oui, c'est une question... quand on est engagé, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se désengager. Donc, je crois qu'aussi, on a donc, ce qui motive aussi, c'est probablement le fait de savoir qu'on peut être soutenu pour aller plus loin, pour poser les bonnes questions. Et je pense que ce n'est pas unilatéral, mais c'est en même temps une question peut-être que je renvoie, c'est-à-dire que ce n'est pas une commune ou une communauté de communes, un dossier. Je pense, vous l'avez un petit peu dit avec la mise en réseau, mais je pense que c'est cette interactivité entre une politique, un territoire qu'il faut faire vivre. En tous les cas, nous, on souhaiterait vraiment continuer, bien sûr, la reconnaissance de ce label. Je pense qu'il y a un certain nombre de chantiers qu'il faudra continuer à faire vivre. Mais notamment, là, ce qui me préoccupe, c'est que peut-être que ça va vous faire sourire, parce qu'il y a 50% de la population qui adhère pleinement, mais il y a 50% de la population aussi qui est distant, en fait, par rapport à ce que les évolutions, la nécessité de se pencher sur ces problèmes, fait qu'il y a des gens qui se sentent pas prêts, ou qui ne comprennent pas bien. Et je crois qu'il y a un vrai travail de rapprochement et il faut que les gens du territoire, ça soit les premiers défenseurs. Donc ça, c'est une piste. Et on a un petit peu
je ne sais pas si ça va être satisfaisant, mais on a un petit peu aussi travaillé avec l'ethnobotaniste qui est venu sur la journée du 15 avril et qui, elle, nous propose de travailler sur les savoirs un peu ancestraux qu'il y avait sur les plantes, qui suggère aussi de retravailler la classification des plantes qui existait au travers justement des usages et de faire le pont entre finalement la classification aujourd'hui scientifique et les savoirs populaires et de croiser aussi sur le nom des territoires, la toponymie, oui c'est ça. Et donc je pense que là, en recueillant des témoignages, on a aussi quelque chose qui peut faire de la consolidation. Donc on a un petit peu cette idée, mais on sait après que, j'étais à la fresque de la biodiversité, on sait qu'il va nous arriver des choses difficiles, donc comment on se prépare tous ensemble à ça voilà, donc moi en tant que maire, je souhaiterais qu'on co-construise la suite avec les gens de l'OFB, avec d'autres acteurs. Voilà. Ok, merci. Il y a plein de questions encore sur celle-ci. Je me permets de réagir vis-à-vis des financements. Alors, on n'est pas sur les mêmes mailles entre fonds verts et puis les financements consacrés à des ABC. TEN n'est pas doté de financement propre. Ce qui est financé, c'est l'accompagnement du territoire dans la mise en œuvre d'un plan d'action. Donc, les financements sont à chercher ailleurs. Je dois vous avouer que mon grand rêve, c'est que demain, quelque part, vis-à-vis de ces démarches vertueuses que sont ABC et Territoires engagés pour la nature, et bien finalement, que ça facilite le glissement vers les CRTE et sans parler de bonification, mais la bonne prise en compte finalement de ces démarches dans les exercices de contractualisation qui sont d'un autre niveau et à d'autres échelles. J'ai vu une question rapide aussi sur, je m'excuse, je vais un peu vite, je monopolise la parole, mais sur ABC à l'échelle d'un syndicat mixte, oui c'est possible, et ça permettra de redire aussi quels sont les attendus entre demain, au titre de la campagne 2024 des ABC. Par contre, les attendus, ce sera aussi de pouvoir démontrer, faire la démonstration que la démarche d'Atlas de la biodiversité communale, même s'il y a d'autres volets, en quoi elle peut nourrir des exercices ou des révisions d'outils de planification et d'urbanisme, même si elle n'est pas forcément à l'échelle. Je prends un exemple souvent d'un territoire PNR qui, sur une partie d'une intercommunalité qui est plutôt de l'espace naturel, conduit une démarche d'ABC, mais dès lors que cette démarche-là, il est en effet la démonstration qu'elle va permettre d'alimenter une réflexion supra à l'échelle intercommunale en matière de prise en compte des enjeux de biodiversité dans les documents d'urbanisme, oui, c'est une bonne justification. Voilà, donc le programme reste souple. Je vous en dirai même un mot un peu plus tard, mais je vois que le temps passe, parce que je pense que vous êtes assez preneurs. Donc il y avait une campagne, il y avait une question sur la campagne ABC 2024, donc je me permets peut-être d'en dire un mot, parce que c'est certainement important pour la suite. Alors clairement, jusqu'à alors, on a pu financer à peu près 500 projets d'Atlas de la biodiversité communale depuis presque une petite dizaine d'années, enfin pas tout à fait, mais presque. Donc globalement, on y a consacré à peu près 3 millions d'euros par an. L'année prochaine, on change de gamme puisque grâce à la stratégie nationale de biodiversité, on va pouvoir y consacrer 15 millions d'euros par an. Voilà, ça veut dire que c'est l'année, non pas de tous les dangers, mais de toutes les opportunités pour les atlas des biodiversités communales. Je vous rappelle quand même que c'est un programme qui est un peu exceptionnel dans sa simplicité de financement, je ne devrais pas dire ça, mais on peut aller jusqu'à un taux de 80% quand même de financement de son atlas des biodiversités communales sur une période donc de 3 à 4 ans. Et c'est pas rien, surtout notamment je pense aux communes qui peuvent aussi comme cela valoriser potentiellement leur dotation biodiversité pour celles qui sont éligibles, dotation biodiversité qui passe en termes d'enveloppe au niveau national lié à la loi de finances à 100 millions d'euros cette année. Donc c'est aussi une manière de valoriser ces apports-là pour construire son atlas des biodiversités communales. Peut-être 2 ou 3 mots quand même importants sur
Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, je peux vous dire que côté Office français de la biodiversité, on est prêt. On est dans les starting blocks pour lancer ce qu'on appelle plus l'appel à projet, ce qu'on appelle la campagne 2024 des atlas de biodiversité communale. Pourquoi? Parce que, première chose, les premières grandes évolutions, le dispositif est ouvert toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échéance. Enfin, il y a des échéances internes au dispositif, mais un maître d'ouvrage, une commune, une interco, un PNR, un syndicat mixte peut monter dans le dispositif à n'importe quel moment et déposer son dossier à n'importe quel moment de l'année. Simplement, pour pouvoir comparer correctement la qualité des dossiers, on aura des vagues de sélection qui vont se positionner a priori pour la première au 15 mars, pour la seconde sous toute réserve encore d'adaptation finale, au 1er juin et la troisième au 1er septembre. Donc ce dépôt peut être continu. Ça c'est très important, il faut le rappeler. Les inflexions qui sont données, je rappelle toujours qu'il y a quand même le triptyque, vraiment c'est important, connaissance, mobilisation, action. Et que certes, les inflexions, il y en a au moins 2 pour moi qui sont importantes. Donc la manière dont les maîtres d'ouvrage pourront raconter une histoire autour de la manière dont le travail fait au titre de leur atlas des biodiversités communales va servir les révisions de documents d'urbanisme potentiels, même si on n'est pas à la bonne échelle, mais comment est-ce que ça contribue? Et la deuxième chose qui me semble extrêmement importante à dire, c'est que l'ABC n'est pas que de l'inventaire, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, espèces sur un territoire. Aujourd'hui, l'ABC doit revêtir un caractère un peu plus stratégique, qui est la définition et la cartographie des enjeux biodives sur son territoire. Ça peut passer, on l'a dit tout à l'heure, par comment est-ce que je prends en compte mes continuités écologiques, comment je préserve mes patrimoines naturels exceptionnels, comment je travaille sur la question des habitats, etc., 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 comment je protège mes zones humides et comment j'engage éventuellement des actions pour les restaurer derrière, etc., etc. Donc cette dimension cartographie des enjeux, elle est absolument indispensable demain. Voilà moi ce que je voulais dire. Donc on va y aller avec un optimisme généreux. On vous attend sur les ABC pour la suite. Voilà. Peut-être justement, c'est une bonne liaison à faire. 2 petites questions. Voilà, pour savoir parmi d'entre vous, alors certains ont déjà dû se lancer, d'autres pas encore. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans un atlas de la biodiversité ou un territoire, un dispositif du type territoire engagé pour la nature? Alors on n'a plus beaucoup de réponses, mais bon, j'ai l'impression que nos intervenants ont été un petit peu convaincants, n'est-ce pas? Et merci à eux. Voilà, et puis voilà, ça monte quand même, ça monte. On a déjà 17 dossiers là, c'est bon. On en attend au moins une centaine ou 200, pour tout vous dire. Donc il y a encore de la marge. Allez, une deuxième question qui est un petit peu en guise de conclusion de cet atelier. C'est finalement, qu'est-ce que vous retenez de cet atelier qui est très dense? On n'a pas répondu à toutes les questions, mais on vous promet des réponses d'une manière ou d'une autre, post-atelier. Je ne sais pas comment on s'organisera, mais et voilà. Et puis vous pouvez aussi, dans la journée qui reste, aussi contacter les collègues des ARB, de l'OFB qui s'occupent de ce dossier. Et on est à votre disposition, bien sûr, pour creuser le sujet. Alors, voilà, on vous laisse quelques instants. Et puis, on va voir les mots-clés. Et puis, je laisserai les intervenants réagir. Voilà. J'adore les nuages de mots-clés. Alors, je ne sais pas. Il y a encore des questions dans les mots-clés. C'est extraordinaire. À qui s'adresser selon les programmes, c'est un peu différent. Mais côté ABC et TEN, j'en profite. Donc les délégations régionales OFB, pour TEN, les agences régionales de biodiversité, évidemment, dont vous trouvez les coordonnées partout et qui peuvent vous accompagner dans ces processus. Et puis, tout à l'heure, nous le disions, Jean-Louis et les préfets, aussi en tant que délégués territoriaux de l'Agence régionale de la cohésion des territoires pour les CRTE. Voilà, donc tout ça se complète. Alors, est-ce que les uns et les autres, en guise de conclusion, vous avez envie de réagir à ces nuages de mots?
Allez, je vous place la parole. Dites-nous votre mot préféré dans tout ce qui sort. Et je recommence par nos chers élus. Moi, je dirais TEN ABC, booster de possibles et d'activités. Très bien. Vous avez le droit de choisir des mots qui apparaissent pour être en résonance avec le public. C'était l'idée. Véronique, un mot préféré? Engagement. Engagement à tous les niveaux, de nos partenaires associatifs, de nos concitoyens, des scolaires et puis des élus, bien sûr. Merci. Charlène. Moi, je vais dire transversalité, parce que je pense que c'est vraiment un mot fort aussi pour l'action qu'on mène au pays, où on travaille à la fois sur les questions d'aménagement, de mobilité, d'agriculture, d'alimentation, de santé, et j'en passe. Et je pense que dans le rôle de cette mise en œuvre du SCOT et de tous les outils dont on a pu parler dans l'atelier, si on garde en tête le fait que tout ça doit être transversal, et ça me semble une bonne idée. Jean-Louis, un mot fétiche? Alors, je vais être très terre à terre, je dis financement possible. Oui, il y a des financements possibles donnés par l'État, il y a de multiples possibilités. Donc si vous avez des dossiers, si des dossiers sont mûrs, qui c'est beaux dossiers, n'hésitez pas, on trouvera toujours un financement d'un côté ou de l'autre de l'État. Allez. Moi j'ai plus de mots, mais je vais choisir encouragement de mon point de vue, puisque en tant qu'ARB, on a cette posture-là, nous les animateurs TEN notamment, puisqu'on va encourager les démarches de progrès, que ce soit pour les champions qui sont déjà presque exemplaires sur la biodiversité, ou ceux qui ne savent pas encore par quel bout prendre les choses et qui veulent s'ouvrir des portes, comme le disait tout à l'heure M. Ollier à Sors. Et moi, je vais choisir collectif, parce que ça, je me dis que ces démarches-là ne peuvent aboutir que si elles sont portées collectivement. Ça ne peut pas être un seul élu qui porte le projet, mais bien tous les élus de la commune ou de l'intercommunalité, l'ensemble des habitants, l'ensemble des acteurs économiques, et ça ne peut être que collectivement que ça puisse fonctionner. Puis moi, je me permets aussi de choisir mon mot, c'est la mobilisation. Parce que je suis très attaché à la mobilisation citoyenne sur le territoire. Et un atlas à biodiversité, un dispositif territoire engagé pour la nature peut tout d'un coup, parce qu'il y a une association de l'ensemble des habitants, des associations, des acteurs locaux, permettre de déverrouiller un certain nombre de sujets, de construire du dialogue et de passer à l'action. Voilà, et de faire en sorte que notre biodiversité chérie soit bien plus prise en compte demain. Voilà quelques infos qui apparaissent en guise de conclusion. Donc je vous le disais, sur les ABC, c'est 15 millions d'euros. Vous avez plus d'informations aussi sur les aides d'État possibles. Et vous avez bientôt aussi, à travers le dispositif aide et territoire qui va être porté par le ministère et par la possibilité de retrouver l'ensemble des programmes. On anime un certain nombre de webinaires dans les temps qui viennent, notamment je pense à un webinaire mercredi 13 décembre voilà, sur des rencontres alors non, excusez-moi, 2 temps qui sont quasi immédiats. Hein. Alors le premier tout de suite qui va se dérouler à 18h30, qui est très inspirant, j'ai vu que le mot a été apparu, qui est la première remise de trophée ABC. Alors ce dispositif s'est adressé à la centaine de territoires qui avaient terminé leurs ABC. Pour ça que la vallée de l'Hérault n'était pas dedans. Et sur cette centaine, il y a 32 candidats qui se sont positionnés. Le jury à ce stade a retenu une quinzaine de présélectionner, de nominer sur les 3 piliers des ABC, hein, toujours connaître, agir, mobiliser, agir. Et tout de suite, à 18h30, sur la place publique qui est sur l'espace où on a déjeuné à midi, voilà, on va découvrir ces 15 projets et puis évidemment le résultat final des trophées. Voilà, sachant qu'il y a 2 prix spéciaux et donc on vous invite à nous rejoindre. Et puis demain,
Sachez qu'à 12h30, il y a un temps très fort qui se déroulera ici qui est un moment de rencontre des territoires engagés pour la nature. Donc on vous invite aussi à y participer. Voilà. Et pour le reste, sur l'ensemble des dispositifs, on vous invite aussi à vous connecter un peu sur le numérique. Il y a des formations, il y a des webinaires, il y a des guides d'accompagnement, et puis les équipes de l'Office français de la biodive, et puis de nos chers amis des ARB sont mobilisés pour vous apporter tous ces compléments. Je ne sais pas si on a le temps de finir par un petit film pour rendre hommage, alors je ne sais pas s'il a pu être mis en ligne, à ce qui s'est déroulé dans la vallée de l'Hérault, c'est ça? Je me trompe ou... Alors je ne sais pas, s'il se lance, tant mieux, sinon on vous libère, mais oui, il se lance, et ce serait une manière, je l'espère, de bien clôturer et en mieux images protéger son patrimoine cet naturel. atelier. C'est l'objectif de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. L'Atlas de la biodiversité communautaire a permis de recenser pendant 3 ans la faune et la flore locales. Des inventaires participatifs ont rassemblé 300 habitants sur les 28 communes du territoire autour de 9 thématiques. Il s'agissait d'apprendre à reconnaître les espèces et d'inviter le public à poursuivre les observations en autonomie. « 25 classes d'élèves provenant de 15 communes ont elles aussi participé à des inventaires. Certaines sont même devenues gestionnaires d'espaces naturels. La viticulture représente 16% du territoire de la vallée de l'Hérault. Au cours de 4 ateliers, les viticulteurs ont pu découvrir les auxiliaires de la vigne et comprendre comment favoriser la biodiversité. Des experts ont mené des inventaires ciblés sur la plaine viticole, comme celui des auxiliaires de la vigne ou celui des chauves-souris. Au total, plus de 1000 relevés ont été effectués. Grâce à l'engagement de tous, la faune et la flore de notre territoire sont mieux connues. Au terme de ces 3 années et 31 000 observations, 2800 espèces animales et végétales, dont 550 nouvelles espèces, ont été répertoriées. Ce n'est pas fini. Place à la stratégie biodiversité, avec ses 3 grands axes identifiés en concertation avec les habitants. La sensibilisation, avec notamment des aires terrestres éducatives dans les écoles, la protection, par exemple en incitant à la plantation de haies, l'amélioration des connaissances en mobilisant davantage de naturalistes. Vous pouvez continuer d'agir en partageant vos observations sur iNaturalist, en suivant les actualités de la communauté de communes sur www.cc-vallée-hérault.fr et sur le groupe Facebook. Et voilà, une bonne manière de terminer cet atelier en images. Moi, je voudrais qu'on applaudisse nos intervenants. Merci beaucoup.